Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Startup. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je suis heureux de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques, de la vision jusqu'au lancement, avec des techniques éprouvées en code et no-code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une conversation avec Sophie Moritel, cofondatrice de la deep tech Quiet. Quiet s'est donné pour mission de révolutionner la restauration collective avec une innovation étonnante de la vaisselle silencieuse. Un concept unique qui a demandé plusieurs années de recherche et développement pour se concrétiser. Dans cet échange, nous revenons sur les origines de Quiet et sur les moments clés de l'aventure de Sophie. Elle nous partage avec beaucoup d'authenticité la réalité de la vie d'entrepreneur, avec son lot de défis, de la gestion des émotions, de la santé mentale, de l'équilibre de vie qui peut être fragilisé avec des événements heureux comme l'attente et l'arrivée d'un enfant, comment ça s'organise au sein d'une start-up en croissance, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour aborder l'absence d'un des associés et son retour, autant de sujets qui lui tiennent à cœur et que nous allons développer ensemble. Si vous êtes entrepreneur, porteuse ou porteur d'un projet, ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la vie d'une entrepreneur, cet épisode est pour vous. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Sophie. Salut Guillaume. Je suis très content qu'on démarre cet enregistrement ensemble. Ça fait un petit moment déjà que je vous suis avec Quiet et au départ j'ai connu l'entreprise et ensuite je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Pierre, on se croise de temps en temps dans l'écosystème startup ici à Bordeaux et en tout cas Quiet et toi vous étiez sur ma wishlist de gens que j'avais envie de recevoir depuis très longtemps, donc là je suis très content qu'on soit à ce moment-là, donc merci déjà d'être présente. Merci à toi de me recevoir à ton micro et merci pour cette mise en lumière que tu nous permets. La première question toute simple, c'est je vais te demander de te présenter, comme ça les personnes qui ne te connaissent pas vont commencer à apprendre à qui tu es, derrière cette voix très calme, posée, avec qui on va avoir la chance de discuter pour les prochaines minutes. Oui, donc je suis Sophie Moritel, j'ai 33 ans, je suis cofondatrice de Quiet et je suis également maman de 2 petites filles qui ont 7 mois et bientôt 3 ans. Cool. Moi, pourquoi j'apprécie beaucoup Quiet et pourquoi j'en parle à beaucoup de gens, c'est parce que on vit, et moi je côtoie au quotidien beaucoup de porteurs de projets, entrepreneurs dans le monde de la tech, dans le monde de l'innovation. Tout le monde parle d'app, de plateforme, de numérique, de digital. Tous ces trucs-là qui se vivent avec des écrans. Et là où moi je trouve ça fabuleux ce que aussi vous faites, c'est qu'avec un objet aussi simple que tu vas nous décrire, vous faites aussi de l'innovation. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, tout à fait. Alors Quiet, c'est donc de la vaisselle silencieuse qui part d'un constat qui est la perte auditive des agents de plonge en restauration collective. Donc la restauration collective, ce sont tous les établissements de santé, les établissements scolaires, les restaurants d'entreprise. Et en fait, ces agents de service vont être exposés à de hautes fréquences sonores pendant leur travail, donc pendant minimum 2 heures chaque jour. Et c'est ces hautes fréquences qui leur font perdre l'audition. Et donc un jour, nous, on s'est dit, mais c'est pas normal qu'il y ait du personnel qui travaille avec de telles conditions de travail, donc on va développer de la vaisselle silencieuse. Constat qui était très simple et puis qui nous a finalement lancé dans une aventure entrepreneuriale longue, puisque on est dans la 7e année là. Okay. Et notre vaisselle, ça y est, a vu le jour, donc on aime dire l'assiette silencieuse en fait. Ouais, tu vas nous raconter, parce que 7 ans, dont une très large et grande partie à faire de la recherche et développement, et là on est plus dans la partie là qui devient très intéressante pour vous, qui est la phase où ça y est, le produit il existe, il est utilisable, et là vous allez le commercialiser à plus grande échelle. Tu as dit, et un jour on a eu l'idée, l'envie. Moi j'aimerais bien que tu parles de ce jour. Comment ça arrive ce jour, parce que c'est une super idée.
avec un objet qu'on voit tous les jours. Ouais, comment on arrive à ce moment un peu eureka là et où ça se déclenche? En fait, j'étais moi dans le passé, donc pendant 7 ans responsable de la com dans une société industrielle qui fait des lave-vaisselle professionnels. Et j'ai rencontré donc un de mes associés dans cette société. C'est lui qui a eu ce eureka un jour en étant exposé en fait à une double plonge, donc deux lave-vaisselle l'un en face de l'autre, avec une personne qui travaille sur le collège, une autre sur le lycée, et cette fameuse exposition sonore qui peut atteindre jusqu'à 105 décibels. Donc il faut s'imaginer en termes de bruit que ça représente le passage d'un train. Et il a dû sortir en fait tellement que ce bruit était insupportable à ses oreilles. Et c'est en sortant que, tout bêtement, il s'est dit, mais finalement, c'est ça qu'il faudrait développer. Et ensuite, il a pu faire la rencontre de notre troisième associé, qui lui est physicien de formation et qui travaillait aussi en tant que distributeur d'équipements de cuisine professionnels. Donc finalement, on a vraiment ce pont à tous les trois de venir de l'univers de la cuisine professionnelle. Ouais, et toi, comment t'es arrivé aussi dans ce groupe-là, alors parce qu'il y a d'abord eu finalement une sorte de duo ou de première rencontre qui s'est faite. T'es arrivé ensuite. Comment ça s'est constitué l'équipe finalement? Oui, alors mes deux associés ont commencé à travailler ensemble sur le projet avec la partie lancement de la recherche. Et pendant l'aboutissement de cette recherche, ils ont très vite voulu aborder les points plus commerciaux de l'étude de marché, notamment. Et en fait, aucun de eux deux n'avait cette compétence-là, et ils se sont tournés vers moi parce que moi, j'avais quitté le salariat à ce moment clé. Et je proposais à ce moment-là en freelance des prestations d'accompagnement, notamment sur de la communication. Ils m'ont confié cette mission d'étude de marché, et à l'issue de l'étude de marché, ils m'ont proposé de m'associer au projet parce qu'ils ont vu que en fait je complétais parfaitement leur binôme et qu'on allait pouvoir fonctionner en trinôme à la perfection. Et toi, c'était quelque chose que tu voulais? Si t'es là aujourd'hui, j'imagine que il y a quand même une grande partie de la réponse, mais enfin, tu voulais depuis longtemps entreprendre ou tu t'y attendais, tu recherchais cette opportunité, ce projet? Comment ça se fait que ça a résonné et que quand ils t'ont proposé, d'ailleurs peut-être que t'as réfléchi avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En fait, moi j'ai quitté le salariat à un moment donné où je me posais beaucoup la question du sens dans mon travail, parce que j'avais fait le tour au bout de 7 ans dans la même société. J'ai adoré mes fonctions, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant ces 7 années, mais à l'issue de ces 7 années, je me suis vraiment dit finalement qu'est-ce que j'apporte de manière générale au quotidien des gens finalement. Et j'avais pas de réponse à cette question. Quand j'ai fait cette étude de marché, j'ai retrouvé un travail très opérationnel, mais je me suis aussi beaucoup connectée à la mission de cette entreprise. Et je pense que c'est ce que mes associés ont senti à ce moment-là, c'est que ça y est, je sentais que ce projet, il allait pouvoir apporter quelque chose de concret, apporter des améliorations au travail de nombreuses personnes. Enfin, c'est des centaines de milliers juste pour la France. Et c'est comme ça que finalement qu'on s'est retrouvés aussi tous les trois. Au-delà du projet, on s'est vraiment retrouvés sur cette mission d'entreprise. Ouais, c'est top en plus parce que finalement vous avez naturellement constitué une équipe avec des profils très variés, aussi bien en termes d'expérience, mais je crois aussi en termes de soft skills, comme on dit, de savoir-être. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, sur des caractères, Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? D'ailleurs, peut-être nommer aussi ces fameux associés dont on parle. Oui, effectivement. Alors, mes associés, donc Pierre et Sébastien, étaient eux aussi très contents de compléter l'équipe avec la présence d'une femme, parce que c'était important pour eux de trouver cette, comme ils l'ont dit à ce moment-là, cette sensibilité féminine dont ils ressentaient qu'il manquait. Et effectivement, on a des profils très différents tous les trois et à la fois très complémentaires. Alors en termes de compétences professionnelles, parce que Sébastien est physicien, donc il connaît très bien toutes les parties R&D, produits, chimie. Pierre, lui, est un commercial
pur, un commercial à l'état brut, comme on aime le dire. Il est commercial depuis ses 8 ans quand il vendait des bonbons ou du laurier à ses voisins. Et moi, j'ai une compétence beaucoup plus administrative, organisation et communication, puisque c'est ça mon bagage. Mais en termes de soft skills, on est aussi très complémentaires parce qu'on a des caractères tous les trois très différents. Mes deux associés, donc moi je l'ai dit, j'ai 33 ans, mes deux associés ils ont la cinquantaine, donc on se complète bien parce qu'on n'est pas non plus de la même génération, donc on s'apprend beaucoup les uns les autres. Et puis juste en termes de personnalité, en fait, on est très différents. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent pas du tout, il y en a qui écoutent beaucoup. Je peux pas le décrire parce que je sais qu'on nous parle beaucoup de cette association d'un point de vue extérieur. Nous, on s'en rend compte parce qu'on est au cœur de ce trio-là. Mais c'est indescriptible, on a une alchimie, nous trois, en fait. Ouais, c'est génial quand ça se passe comme ça. Et puis, ça crée finalement une singularité aussi de votre équipe, comme tu dis. Et on parle souvent de ça dans les projets d'entreprise en disant que oui, il y a le produit, il y a le service, mais il y a aussi l'équipe qui l'apporte derrière et qu'on soit client, investisseur, partenaire, etc. Je pense que ça résonne beaucoup quand on voit une belle équipe qui vit bien, etc. Dans le podcast, on raconte souvent aussi les coulisses de qu'est-ce qui se passe derrière la vitrine. Justement, en parlant d'équipe, est-ce qu'il y a des apprentissages déjà que tu pourrais nous donner sur peut-être des façons dont vous fonctionnez, des choses que vous avez mises en place pour faciliter peut-être à la fois peut-être le quotidien, mais aussi potentiellement le côté vision stratégique, etc. Enfin, voilà, qu'il y a des petites routines, des choses, que tu pourrais nous partager. Il y a une chose que je peux partager qui a été fondamentale dans la constitution de notre équipe parce que, en fait, nous, finalement, quand on s'est associés, on se connaissait pas. Je peux presque le dire comme ça. Alors, Pierre et moi, on se connaissait puisque au-delà d'être associés dans le travail, on est associés dans la vie, donc on est en couple. Okay. Mais on se connaissait un petit peu dans le travail parce qu'on avait travaillé ensemble par le passé, mais pas en tant qu'associés. Et on connaissait donc distinctement Sébastien, mais finalement on se connaissait pas beaucoup. Et il y a une clé qui nous a vraiment aidés, c'est de poser carte sur table dès le début de notre association. On nous a conseillé, au début de notre association, de faire des statuts vite faits, sans pacte d'associés, parce qu'on est une start-up et qu'il faut démarrer vite. Et en fait, on a dit non, on fera pas ça. Parce que c'est comme dans un mariage, c'est trop tard pour se poser les questions le jour où il y a une mésentente. Donc on s'est dit tout de suite, nous, il faut qu'on pose carte sur table et on s'est posé là des questions fondamentales dès le début de notre association. Sur toi, c'est quoi ton rythme de travail? Est-ce que tu préfères bosser, être extrêmement concentré toute la journée, par contre tu quittes le bureau à 17 ou 18 et on peut plus t'appeler parce que tu veux être 100% concentré à ta famille? Est-ce que t'es ok pour le téléphone le week-end ou pas? Et on s'est rendu compte qu'on avait déjà pas du tout le même rythme tous les trois. Et de se l'être dit, déjà ça, c'est fondamental. Parce que ça aide à comprendre l'autre, ça aide à dire, à ne pas empiéter sur les limites de l'autre. Et ça nous a beaucoup aidé. Et ça, c'est la compréhension vraiment business en tant qu'associé. Mais on a aussi voulu se comprendre en tant que personne. Ouais. Donc on a partagé beaucoup de trajets en voiture. Je sais que mes associés, avant que je les rejoigne, ont fait quelque chose. Ils ont constitué chacun une playlist avec que des morceaux qui ont fait partie de leur vie. Okay. Ils ont passé un trajet ensemble de 5 heures l'un avec l'autre à écouter la playlist de l'un et de l'autre et à expliquer chaque morceau. Ça les a aidés à connaître des périodes de leur vie respectives. C'est génial ça. Et dont on se parle encore aujourd'hui, c'est formidable. Pour se comprendre en tant que personne, c'est vraiment très très bien. Et puis nous, on a fait le choix aussi de laisser rentrer les uns et les autres dans la vie privée de l'autre. Déjà parce que dans le trio, Pierre et moi, on est un couple, mais aussi parce qu'on voulait qu'il y ait une équivalence avec Sébastien de connaître son épouse, connaître ses enfants, pour se sentir vraiment à l'équilibre en fait, tous les trois. Et donc on a développé des ateliers pour
comme on le fait beaucoup à la base d'une entreprise, hein, mais définir la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise, ça nous a aussi aidé à se poser des questions de pourquoi toi t'as voulu faire partie de cette aventure. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement? Et ça a été vraiment extrêmement formateur et fondateur pour la société. Trop bien. J'adore l'idée de la playlist là. Franchement, je pense que je vais la repartager à des gens qui démarrent. C'est une super belle idée. Et puis peut-être que j'imagine maintenant cette playlist elle continue de vivre et peut-être qu'il y a même des morceaux maintenant où en fait c'est plus un morceau de un mais c'est un morceau de tous. Donc, c'est ça qui est trop chouette. Oui, puis on est en mesure du coup de dire ce morceau, je me souviens quand tu m'as raconté que c'était un morceau sur lequel tu voyais tes parents danser, enfant, avec ton regard d'enfant. Enfin ça fait de super souvenirs en fait, ça tisse un lien. Grave. Dans ta réponse, finalement, t'as mentionné et évoqué 2 fois le fait que Pierre et toi vous étiez en couple. Donc forcément, je vais aller aussi sur ce terrain-là. Comment ça se passe en fait? Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir sur le podcast des personnes qui ont entrepris en couple. J'ai moi-même grandi aussi avec mes parents qui ont entrepris et qui étaient en couple. Je vois bien à quel point ça peut parfois dans des moments de vie impacter plus ou moins le volet personnel. J'aimerais bien que tu nous en parles aussi de comment ça se passe. Est-ce que le travail déteint beaucoup sur votre vie? Comment vous trouvez vos équilibres? Et peut-être que j'ai plein d'autres questions que j'oublie, mais que toi, t'as peut-être des choses à nous partager sur ce sujet. Je dirais que selon moi, la clé réside dans l'équilibre, en fait. Tout est une question d'équilibre. Et donc, l'équilibre, on sait que c'est un travail permanent. Nous, on avait travaillé donc ensemble dans le passé, mais pas en étant associés. Et être associé et développer une société, c'est encore autre chose. Parce qu'on le sait, hein, quand on est entrepreneur, c'est un travail permanent, une réflexion permanente. On a eu des loupés, ça on peut le dire, hein, beaucoup de discussions où on se rend compte que ça convient à l'un mais pas à l'autre. Finalement, c'est le moment pour l'un mais pas pour l'autre. Ouais. Pour l'anecdote, nous on a fait beaucoup de réunions avec Sébastien à la maison quand mes filles venaient de naître, où pour moi c'était absolument pas le moment, j'avais pas du tout le temps de cerveau disponible pour ce type de sujet, mais une fois le recul pris, on se dit en fait non, écoutez, les associés ça me convient pas. Le tout c'est vraiment de savoir communiquer en fait, et c'est aussi pour ça que je dis que c'était fondateur nos échanges précédents avec les associés, parce que il faut oser se dire les choses. Et alors nous, avec Pierre, on gère un peu au jour le jour. Hein. Ouais. Il y a des périodes de vie pour Quiet dans lesquelles on ressent le besoin de parler beaucoup de la société à la maison. D'autres périodes où on se l'interdit aussi parce qu'on se dit non, là on vit une période de vie en famille ou un événement familial qui fait qu'on peut pas se permettre d'aborder le travail à la maison, on a besoin d'autre chose. Vous êtes mis un code ou un signe ou oui. Ou des fois c'est stop, juste pas là, pas maintenant. Et en fait on a un peu développé un code que j'ai mis en place pendant mes grossesses, qui était de dire, donc pendant mes grossesses j'avais dit à mes associés, je ne veux pas que vous me parliez de l'entreprise si je ne vous pose pas de questions. C'est-à-dire que vous posez une question, au fait, on en est où en ce moment sur tel sujet, vous montrera que je suis disponible pour recevoir l'information. Par contre, à un moment où je suis en train de nourrir mon enfant ou autre, me recevoir un espèce d'information dans laquelle il y a peut-être du stress. Exactement. Et autres, oui. C'est pas le moment. Et donc, on a un peu conservé ça avec Pierre à la maison, de se dire à certains moments, est-ce que là, je peux te parler d'un sujet ? C'est ok, c'est pas ok, ou ok dans 5 minutes, ou attends, je termine telle chose et on s'en parle, ou juste non, là j'ai pas envie. Donc on se pose beaucoup cette question en préambule, et l'autre est prêt à recevoir le fait que non, pour l'instant il va falloir te garder aussi ton information pour toi, parce que je suis pas en capacité de la recevoir là maintenant. C'est ce qui nous permet de beaucoup préserver quand même notre vie de famille. Parce que je pense que sinon, l'entreprise peut très vite prendre le dessus
et tellement qu'on se parle plus de choses fondamentales aussi de la vie sur le développement de nos enfants, l'école, le quotidien d'une famille, quoi. Ouais, et justement, on parle de ces sujets-là, la maternité, enfin la grossesse, la maternité, le fait d'avoir des enfants jeunes, alors qu'on gère aussi une boîte qui se développe assez vite. Toi, c'est ça, t'as vécu donc des grossesses. Comment ça se passe? Ça rajoute même un stress au moment où on tombe enceinte. Enfin, tu vois, est-ce que ça a impacté finalement et ta vie perso et l'entreprise? En tout cas, comment vous avez géré ça? Je sais que toi, tu as pu beaucoup compter sur eux, ils ont été très solides là-dessus avec toi. Je veux bien que tu nous en parles. Et puis même aussi après sur l'aspect gestion de l'absence, parce que finalement, tu l'as dit, finalement, vous avez des compétences qui sont très différentes. Donc c'est très chouette parce que vous avez chacun des rôles bien spécifiques. Mais par contre, évidemment, s'il y en a un des trois qui est pas là, ça crée finalement un manque sur c'est comme un trépied, quoi. Il manque un pied, donc Oui, complètement. Beaucoup de questions dans ce que je t'ai fait. Je m'en excuse. Prends-le par le bout que tu veux. J'essaye de faire le rewind. La première grossesse, on était vraiment en phase de recherche et donc l'entreprise était lancée, mais mes associés, ils avaient aussi une autre activité professionnelle à côté. Donc moi j'arrivais et puis j'avais pas de job full-time à côté, donc j'arrivais quand même à mener ma grossesse tout en continuant un peu les sujets de la boîte qui étaient encore assez clairsemés, presque jusqu'à la naissance de ma fille. En tout cas, à ce moment-là, il y avait beaucoup de science encore dans le projet, donc même moi, j'avais pas encore pu développer toute la partie qui me concernait. Donc il y avait pas trop d'absence, il y avait pas trop de nécessité. À partir du moment où ma fille est née, ma première fille est née, là on a découvert ce que c'était que donc de l'impliquer dans le business, puisqu'elle venait avec nous dans les visites d'usine, elle venait avec nous dans toutes nos réunions fournisseurs. Donc c'est marrant parce qu'elle a été un peu la mascotte aussi pour certains de nos fournisseurs, puisqu'elle participait à tous les moments, et nous on est heureux parce que ça nous fait des souvenirs avec elle de ces moments-là. Pour la deuxième grossesse, qui est plus récente, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, la boîte était un peu plus lancée, avait une activité plus récurrente, où là, moi, j'avais vraiment la mission temps plein chez Quiet. Donc, effectivement, j'ai pu beaucoup compter sur mes associés parce que je leur ai dit assez rapidement, moi, j'aimerais pouvoir prendre quand même le recul et prendre ces mois de début de maternité qui sont importants pour une maman et puis pour un bébé aussi. Donc, je souhaite m'extraire un peu de la société. On a continué à faire des points réguliers. Dans mon cas, j'ai pas pu du tout m'extraire à 100% de l'activité. On a fait des points réguliers. Je leur ai délégué une certaine partie de mes tâches sur lesquelles j'ai pu les former un peu en amont. Et j'ai mis de côté aussi toute une partie de mon activité en prévenant mes relations, en fait, en disant voilà, je vais être en congé maternité, je vais stopper. Il faut savoir faire des concessions, en fait. Je me dis toujours, personne n'est irremplaçable. Et j'avais bien prévenu en amont que j'allais m'absenter. J'ai reporté certains projets à mon retour parce que j'avais ma date de retour déjà. Et ça a plutôt bien fonctionné de la sorte. Quand je les écoute aujourd'hui, ce serait intéressant d'avoir leur point de vue, mais quand je les écoute aujourd'hui, ils me disent qu'ils m'ont aussi beaucoup préservé, notamment sur les sujets d'industrialisation, où là, on est vraiment à 3 associés à part égale à participer. On parle du développement de notre produit, donc chacun a son implication. Là, ils m'ont beaucoup préservé. Quand ils m'en parlent aujourd'hui, ils me disent on a été très opaque sur beaucoup de sujets avec toi. Ce qui a été, je pense, difficile aussi pour Pierre qui partage ma vie à côté. Mais c'était très stressant pour eux, donc ils se sont dit en fait ce serait pas gérable pour Sophie de lui rajouter ça, alors que moi j'avais vraiment posé les limites dès le début en disant attention, moi je veux profiter de ces premiers mois et ces seuls mois de congé maternité qui sont assez rares dans une vie finalement. C'est clair, ça arrive qu'une fois dans une vie et puis faut pas les vivre à moitié, donc
Moi, ce que j'aime bien dans ton témoignage aussi, c'est de dire que oui, c'est possible de... en fait, il y a tellement d'injonctions aussi, beaucoup dans notre société. Je ne peux pas le ressentir totalement parce que voilà, je suis un gars. Hein. Mais c'est vrai que la pression mise sur les femmes qui entreprennent, et parfois il y a même des côtés un peu réducteurs aussi, où on va mettre des barrières limitantes là où elles ne devraient pas être, et on va faire de sujets, des choses qui ne devraient pas être des sujets, quoi. Enfin, là, on parle de donner la vie, de construire une famille. Enfin, il y a rien de plus important que ça, quoi. Et construire une boîte à côté, ben, c'est quand même possible. Parce que ce qui est important aussi avec ton témoignage, c'est de dire que oui, c'est possible que de entreprendre et fonder une famille et avoir des enfants. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est pas sans son lot de parfois d'inquiétude, de stress, etc. Mais comme plein de choses, quoi. Et donc moi je trouve ça très chouette, parce que si il y a des hommes ou femmes d'ailleurs, en fait, parce que c'est pas qu'un sujet de femmes, qui écoutent et qui disent ben moi j'ai aussi envie de fonder une famille, mais là je suis en train d'avoir ma boîte, ben on peut déjà leur dire que oui, ça se fait. Ça se fait, et en plus nous, je suis redevenue maman, mais ça veut dire aussi que Pierre est redevenu papa, donc ouais. On a réussi à gérer ça. Il faut savoir faire des concessions sur certains points. Après, je remercierai jamais assez mes associés d'avoir pris le relais, parce que je pense, et on se le dit très souvent, que si j'avais été seule dans cette aventure, j'aurais peut-être pas eu la liberté que j'ai eue là. Mmh. Mais finalement, ça a payé également, parce que j'ai dû m'absenter après mon congé maternité pour d'autres raisons de santé totalement imprévues. Et ça m'a montré que de pouvoir faire confiance à mes associés et de savoir aussi lâcher prise sur cette partie-là de la société, sur ce pan de ma vie, ça a payé, parce que j'ai dû m'absenter. En fait, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû m'absenter. Et finalement, les choses, elles ont roulé quand même sans moi. Oui, et puis là, on parle beaucoup de toi parce que c'est toi qui es au micro, mais finalement, ça envoie aussi un super beau message à Pierre et Sébastien, de dire, ben là, Sophie, elle a pu être absente, nous aussi, peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, on n'est pas irremplaçable, entre guillemets, on est essentiel, évidemment, mais ça, peut-être que, je sais pas, si je me mets un peu à leur place, je me dis c'est très rassurant de voir que vous avez pu le faire une fois là avec ce sujet qui était une grossesse. Oui. Mais ça pourrait très bien être sur un autre sujet, et donc c'est rassurant de se dire on peut compter les uns sur les autres. Et oui. Après, ce qui est si je peux mentionner une des difficultés à laquelle j'ai fait face en revenant, c'est justement que ça m'a donné beaucoup l'impression que ça renforçait leur binôme. Et donc, reprendre les habitudes à 3 derrière, c'est un vrai travail pour lequel je n'insisterai jamais assez sur le fait que être transparent, honnête et communiquer entre associés, c'est la clé. Moi, j'ai pu leur dire à de nombreuses reprises en revenant, là, je me sens encore... en fait, du coup, je me sens exclue de certaines parties de la discussion pour lesquelles vous considérez que comme j'étais pas là au moment où ces décisions-là ont été prises, vous avez pas forcément le réflexe de me réinclure aujourd'hui. Donc être transparent, savoir se le dire, c'est important, parce que eux, ils vont me répondre effectivement, on s'est pas rendu compte que maintenant que t'es revenu, complètement. Il y avait une habitude qui s'était créée sur ce sujet spécifique avec telle usine, j'en sais rien. Oui. Bon, ils en parlaient depuis 10 mois. Oui. Que ça a été presque naturel pour eux de continuer d'en parler à deux, alors que oui. t'avais certainement aussi un éclairage important à donner là-dessus. Ou juste pour au moins être informé, en fait, parce que c'est même pas la volonté forcément de participer, mais juste d'être maintenu sur le même niveau d'information que mes associés, puisque quand on revient aussi après une quasi double maternité coup sur coup, on a besoin aussi de se remettre un peu dans le business, quoi. Reprendre des habitudes et retenir ce flux d'informations permanent. Je suis très content finalement merci déjà pour cette transparence aussi que tu m'offres et que tu offres aux gens qui écouteront. Et je suis très content qu'on ait un épisode qui soit beaucoup plus aussi sur ces sujets personnel, et même on parle beaucoup d'émotions finalement là dans nos échanges. C'est quelque chose des fois on a un peu du mal
à briser l'armure, quoi, tu vois. Et on voit les discours d'entrepreneurs, que ce soit à la télé ou sur des vidéos ou des podcasts, où parfois on sent que la personne elle se blinde un peu, ou en tout cas elle dit pas tout. Enfin, on aimerait bien savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Et là, je suis très content que tu joues le jeu à fond. Pour terminer un peu sur ces sujets-là, comment on lâche parfois la pression, le côté entreprise, comment on laisse place à ses émotions aussi. Il y a quelques semaines, tu étais sur scène lors d'un événement organisé là par Maillage, et t'as assumé, et c'est marrant, moi j'ai vraiment vu que dans le public, les gens se sont regardés et tout. T'as dit, je sais plus, Alex, qui était l'animateur, te dit comment des fois on lâche la pression, etc. Et tu lui as répondu, tu te souviens ce que tu as répondu? Oui. Ouais, des fois on pleure un bon coup et après ça repart. Exactement, t'as dit ça, et mais je te jure, hein, moi j'étais donc dans le public et j'ai vu vraiment les gens qui se sont regardés, tu sais, ça les a un peu désarçonnés de dire, putain, elle dit un truc limite un peu tabou. En fait, c'est cette vulnérabilité dont t'as fait part, je pense, est rare, mais qu'elle mérite d'être explicitée plus en profondeur. Donc, est-ce que t'as envie de nous parler de ça Oui. Plus en détail? Oui, complètement. Il y a quelque chose qu'on s'est dit ce soir-là, justement, toi et moi, c'est que on a envie d'apprendre à nos enfants que la vulnérabilité, c'est une force et pas une faiblesse. Je parle très peu de ces aspects-là parce que c'est toujours un peu intimidant et toujours tabou, mais la santé mentale, c'est la clé de beaucoup de choses. Après ma première grossesse, j'ai eu une période assez difficile mentalement et mes associés ont été là pour me soutenir. Et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on a toujours voulu être transparents les uns avec les autres. De se dire quand ça va pas, il faut qu'on se le dise, parce que on n'est pas que des chefs d'entreprise ou des cofondateurs, on est aussi des personnes. On le sait, dans la vie, c'est pour une femme, une grossesse, c'est aussi une fluctuation d'hormones, et parfois les émotions, elles sont conduites par les hormones, mais parfois la santé mentale, elle peut baisser, elle peut aller un peu moins bien. Elle peut mener jusqu'à une maladie qui s'appelle la dépression et qui est très taboue et qui pourtant reste une maladie. Et on parle de plus en plus, mais encore trop peu à mon goût dans le monde professionnel, du fait que la santé mentale, c'est extrêmement important de la chérir parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques sur une personne et donc sur son business. Et c'est aussi, moi, depuis cette période que je sais me montrer un peu plus vulnérable parce que mes associés m'ont témoigné d'une très grande confiance en me montrant qu'on peut aller moins bien et c'est OK. Ça n'empêche pas de faire du bon travail, ça n'empêche pas de participer à des réunions. Il y a pas de, en fait, il y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Il faut savoir prendre soin. Si demain t'as une tendinite au genou, tu vas la soigner. La santé mentale, c'est pareil en fait. Et donc j'ai aussi envie de passer ce message que c'est pas une faiblesse en fait. C'est pas parce qu'une personne va un peu moins bien qu'elle est faible. Au contraire, si elle montre qu'elle va moins bien, c'est soit parce qu'elle a besoin d'aide, soit parce qu'elle fait confiance à la personne qu'elle a en face d'elle. Donc voilà, c'est vrai que dans le business, notamment avec les hormones, chez Quiet, il y a des moments où je trouve que c'est important de craquer un bon coup et de se dire en fait, j'en peux plus. Soit je suis trop fatiguée, soit j'ai peur, soit j'ai des croyances limitantes aussi qui m'empêchent d'avancer. C'est OK en fait. Je fais tomber les barrières et puis on passe à autre chose, quoi. C'est pas grave. Il y a des personnes qui vont trouver ça dans le sport. Il y en a d'autres qui vont trouver ça dans d'autres sortes d'exutoires. Dans mon cas, même si je peux aller courir, il y a des fois où juste se lamenter un bon coup, se dire mes émotions du moment, c'est ça et c'est OK, je les accepte. Demain, ça ira mieux. Franchement, le lendemain matin, on se réveille, on est plus en forme, on se dit c'est bon, j'ai laissé les choses s'évacuer par elles-mêmes, maintenant je suis de nouveau d'attaque et j'ai le sourire. Ouais, rien que le fait de les assumer sans culpabilité, entre guillemets, de se dire elles sont là, elles existent, elles font partie de moi. Mais oui.
Eh ben déjà oui, c'est une partie de la chose, quoi. Comme tu dis, de l'extérioriser, même de le verbaliser, Complètement. ça soigne presque déjà. C'est une grande partie du chemin. Ouais. Mais exactement. Et c'est une des choses que je mets un point d'honneur justement à apprendre à ma fille la plus grande. Justement que en fait les émotions c'est ok, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être triste. Si on n'est pas à l'écoute de ces émotions, je pense que c'est là où justement on va droit dans le mur parce que on nous apprend à les ravaler, à tout garder pour soi et en fait il y a un jour où ça. Enfin moi je pars du principe qu'il y a forcément un jour où ça explose quoi. On peut pas tout encaisser, c'est impossible. T'arrives à, tu le disais, au-delà de le verbaliser, t'as mis en place des choses qui te permettent de prendre soin de cette fameuse santé mentale. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est juste se faire une bonne petite tisane devant une série, ou alors comme tu dis aller courir, ou alors est-ce que t'as mis en place des petites choses qui vont te permettre de, hier j'en parlais avec deux autres personnes lors de la table ronde qu'on a faite avec Xavier et Guillaume. Guillaume lui disait c'est la natation. Je me souviens d'avoir reçu aussi Pascal Joguet qui lui disait que c'était le piano et pendant une phase de sa vie tellement dans une vie trépidante on avait oublié de la musique et le jour où il s'est mis au piano il a complètement craqué parce que les émotions sont sorties. Est-ce que toi t'as des petites choses que t'aimerais nous partager, en tout cas qui fonctionnent chez toi, qui te font du bien et qui te permettent de regonfler ton énergie et d'aller de l'avant? Oui, alors ça dépend vraiment de ce dont j'ai besoin à l'instant T, mais ça peut être effectivement si j'ai besoin de booster un peu ma confiance en moi, de chausser mes baskets et de me dire allez, je vais aller me dépasser un peu, je vais aller me confronter quand je suis pas trop fatiguée. Et dans la catégorie sport aussi, je pratique pas mal le pilate parce que c'est le pilate et le yoga, c'est d'autres façons de repousser ses limites en fait et de hacker un peu son cerveau à débrancher. Et puis en fait, j'y reviens très souvent, mais je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Parce que mes deux filles, elles me reconnectent vraiment aux choses essentielles de la vie, surtout aux âges qu'elles ont en ce moment, 7 mois, 3 ans, c'est des âges où il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de nouveaux acquis. Et du coup, de partager ce temps-là avec mes filles à faire juste une construction en Lego où finalement je vais me dire c'est cool parce que je pose mon cerveau. La construction en Lego, elle me permet de nourrir ma créativité alors que je suis en train de faire des duplos, quoi. C'est quand même. Mais je trouve ça génial parce que ou même du dessin, en fait, c'est un pouvoir zénifiant de faire ce type d'activité. En même temps, on partage des choses avec elles, donc on apprend encore plus à les connaître. On leur apprend des choses et enfin je faisais jamais ça dans mon ancienne vie quoi, de me poser pour faire du dessin et en fait grâce à elle j'acquiers ces choses-là pour me poser. C'est un peu ça ma recette. Et puis je suis moi des personnes qui promeuvent à fond les vertus de la thérapie. Voilà, je trouve que c'est en fait une thérapie dans une vie, ça peut apporter tellement pour la connaissance de soi, pour décortiquer des mécanismes acquis pendant l'enfance, pour comprendre mieux ses parents. Je trouve que c'est extrêmement riche. Des thérapies, il en existe toutes sortes. Chacun peut trouver quelque chose qui va l'aider en fait dans sa vie. C'est très sain, je trouve, de faire une thérapie et de se dire allez, je vais aller me regarder un peu dans le miroir. Et c'est pas forcément un truc d'ego, quoi. J'ai beaucoup rigolé lorsque tu parlais du dessin ou des duplos, etc. Parce que moi, je me suis redécouvert une passion pour la pâte à modeler, pour tout te dire. Alors, je peux te dire que j'ai des nouveaux talents de pouvoir faire un Père Noël en pâte à modeler ou des trucs un peu poussés, tu vois. Ouais. Je m'imaginais pas, mais en effet, il y a un côté... en fait, tu te concentres sur quelque chose d'assez simpliste, mais du coup, ça crée une sorte de tunnel très zen, comme tu le disais. Et puis, au-delà de tout ça, t'es vraiment connecté dans l'ici, le maintenant, avec ton enfant, qui lui
voit aussi son parent totalement disponible avec lui et tout. C'est très chouette ces moments-là. Donc bon là, désolé pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, mais je suis sûr que vous avez des neveux, des nièces ou autres. Vous pouvez forcément trouver ces activités-là, et au-delà de ça, au-delà des enfants, qui permettent en effet de beaucoup relativiser aussi les choses. Parce que des fois, je me suis dit, le gros problème que j'ai eu aujourd'hui, je suis sûr que si je l'expliquais à mon enfant, elle me dirait, bah, j'ai pas compris, ou alors elle me dirait, viens, on lit une histoire, tu vois, et qui relativiserait totalement le fait que tel meeting s'est mal passé ou telle proposition n'a pas été acceptée. Bref. Mais complètement. Et il y a ce que tu disais, c'est intéressant. Il y a aussi cette volonté de vouloir montrer à ses enfants comment évacuer justement la pression, ou comment se reconnecter aux choses. En fait, j'ai envie que mes enfants voient que quand j'ai une émotion qui me déborde, je l'apprivoise de cette façon-là, et pas en prenant mon téléphone et en scrollant. Parce que c'est aussi une volonté de montrer le bon exemple à ses enfants et de leur apprendre que voilà, il y a d'autres façons de faire que juste en étant hyper connecté. Et on voit de plus en plus chez les adultes, tu disais, désolé pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus chez les adultes des cahiers de coloriage, de la peinture au numéro, des puzzles. Totalement. Alors bon, c'est vrai que a priori, ça fait un peu jeune quarantenaire. Non mais là c'est bien, on est dans l'hiver, tu vois, c'est typiquement le genre d'activité que tu peux faire en hiver, je trouve. L'été ça marche très bien. L'été c'est plus la team mots croisés, tu vois, ou mots fléchés, mais finalement on a très peu parlé de Quiet, et pourtant on est déjà, je pense, à une bonne quarantaine de minutes d'enregistrement. Je veux pas qu'on ressorte de la discussion, en tout cas de ton côté, en ayant des frustrations de te dire j'ai pas assez de parler de Quiet. Pour rester quand même sur ce terrain-là, mais aller un peu vers le produit, j'aimerais bien savoir quel est le meilleur compliment t'es reçu vis-à-vis de Quiet, ou en tout cas un feedback, un retour que on vous a fait, qui a été qui t'a connecté à ces émotions dont on a tant parlé, et ce sens, et qui t'a fait dire ok, c'est vraiment pour ça que je le fais, c'est vraiment pour ce genre de retour qu'on se lève et qu'on travaille. Et ça peut peut-être nous amener à que tu nous parles encore un peu plus avant qu'on termine de votre proposition de valeur, de tout ce que vous faites au quotidien, parce que il me semble que 2025 là, ça va être une très grosse année pour vous. Donc autant un petit peu parler de tout ce que vous faites. Oui, alors pour nous, ce qui finalement la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir, c'est quand on présente notre vaisselle, quand on parle de notre vaisselle et qu'on nous dit mais oui, mais c'est tellement évident, j'en peux plus du bruit de la vaisselle. Alors ça peut être des personnes qui travaillent en plonge, mais ça peut aussi être des personnes comme toi et moi qui au quotidien supportent pas ce bruit, ou de nombreux témoignages qu'on peut recevoir de manière spontanée de personnes qui ont des handicaps ou des maladies et qui supportent pas le bruit de cette vaisselle. En fait, pour nous, ça, c'est la plus belle des reconnaissances, parce qu'on se dit que notre vaisselle, qui a priori paraît extrêmement simple, tu le disais tout à l'heure, c'est pas c'est de la tech, mais c'est pas de la tech numérique. Et en fait, pourtant, on est quand même une start-up deep tech, générée donc par ces 6 années de recherche et développement. En fait, nous, on adore pouvoir présenter cette vaisselle qui paraît extrêmement simple et savoir tous les challenges technologiques qu'on a relevés derrière cette vaisselle, parce qu'il a fallu développer, donc, depuis l'idée, la vaisselle en elle-même. Donc, trouver les bons matériaux. On répond là à des contraintes... Je te coupe d'ailleurs. Est-ce que tu peux aussi un petit peu nous préciser pourquoi cette vaisselle est silencieuse? Parce que moi, je sais, il y a en tout cas un revêtement particulier au dos de l'assiette, qui est l'alliage aussi avec la porcelaine, hein, non? Oui, c'est du verre trempé. Du verre trempé, oui. Qui est justement dû être beaucoup travaillé. Oui. En gros, il y a eu la recherche sur les matériaux, puis le fait que les deux matériaux s'associent parfaitement. Exactement. Enfin, et du coup, mine de rien, tout ça, c'est des sortes de fonctionnalités, si on reprend le langage plus numérique, de votre produit, de l'assiette. Et c'est en ça que y a une innovation, quoi. C'est ce revêtement particulier qui, en plus, a d'autres fonctionnalités au-delà de
du côté silencieux, de la réduction de bruit. Il y a aussi ce revêtement qui est antidérapant. Oui. Oui, en fait, donc notre vaisselle, elle est en verre trempé sur la surface sur laquelle on mange et en silicone donc c'est un revêtement silicone qui est sous la vaisselle, qui permet donc qu'elle soit antidérapante, qui est une des remontées qu'on a eues par le marché. Nous, on s'en était même pas rendu compte en fait par nous-mêmes. Et effectivement, la technologie, elle vient du fait qu'il a fallu trouver ces matériaux-là, que ces matériaux répondent à des contraintes chimiques, mécaniques et de température, notamment parce que en restauration collective, il y a un très fort passage en lave-vaisselle avec une très haute fréquence donc de passage, des températures élevées, des détergents agressifs. Donc, on a réussi en fait à développer une cohésion moléculaire entre les deux matériaux, ce qui n'existait pas entre le verre et le silicone. Ouais. Donc, on a développé notre propre matière silicone pour réussir cette cohésion moléculaire. Donc ça, c'est une partie de la technologie de Quiet et c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on a la vaisselle dans les mains et c'est ce qu'on aime nous expliquer. Et ensuite, l'objet de notre brevet aujourd'hui, c'est le système de production puisque une fois que cette vaisselle, elle existait, les premiers prototypes, on mettait 8 heures à la main par pièce de vaisselle pour le concevoir. Donc, c'était pas rentable. Donc là, on s'est dit, OK, donc maintenant, comment est-ce qu'on fabrique ? Et là, on a développé notre propre système de production de cette vaisselle, donc qui est cette partie-là qui est brevetée et qui a été un nouveau challenge technologique pour nous parce qu'il a fallu développer un outil pour produire notre vaisselle. Ouais, mais c'est ça qui est presque limite ingrat pour vous, c'est que ça ressemble juste à une assiette en fait et bref, on voit pas justement ces années de R&D, ces essais erreurs aussi qu'il y a eu dans l'aventure. Je crois même aussi que des fois il a fallu être solide parce que vous avez reçu des témoignages en disant OK, si vous voulez le faire comme ça marchera jamais, quoi. Enfin, ce genre de phrase qui peut totalement briser des rêves. Et vous avez pas lâché, ou en tout cas, vous avez persévéré et dit, OK, on entend, mais on va trouver notre voie. Il y a un côté résilience, finalement, aussi, à travailler, qui est fort, quoi. Oui, complètement. Mais pour nous, c'est la plus belle des récompenses, en fait, de se dire que toute cette partie R&D, technologie, elle se voit pas derrière la vaisselle parce que tout ce qui paye pour nous, c'est que quand on tend l'assiette ou quand on en parle, on nous dise « Ah mais oui, mais c'est évident ». Pourquoi ? Et en fait, on adore parce qu'on nous demande très souvent « Mais pourquoi personne n'y avait pensé ?» ou « Pourquoi personne l'a fait ?» ou la question que tu m'as posée tout à l'heure, comment elle vient cette idée ? Et en fait, on a cette vraie gratitude qui nous conduit aussi chaque jour de se dire « On développe ce produit parce qu'il y a un besoin ». Et ça nous drive quand même beaucoup au quotidien. De toute façon, j'ai essayé de retrouver la citation exacte de Steve Jobs. Je crois que c'est Steve Jobs, mais qui dit que faire simple, c'est plus dur que faire complexe, en fait. Car on doit vraiment travailler à cette priorisation, au côté épuré, etc. Et donc accessible aussi. Pas en faire un objet complexe, compliqué. Et faire simple, c'est compliqué. Donc chapeau d'avoir réussi à faire simple. Pour l'instant, vous restez sur d'ailleurs l'assiette. On a 3 pièces. Oui, on a donc l'assiette classique qu'on appelle grande assiette, petite assiette et coupelle, qui sont en fait les 3 pièces qui permettent de couvrir l'ensemble d'un repas en restauration collective. Et on sait déjà quelles vont être les prochaines pièces qu'on développera puisqu'on a une demande encore une fois du marché. Donc pour ça, c'est formidable. Génial, vous êtes drivé par aussi le marché et là en ce moment il y a une belle traction. Justement, 2025 ça va être une très forte année. Là, vous avez travaillé notamment sur la capacité, je crois, de production. Oui. C'est ça qu'on peut vous souhaiter. Oui. Finalement, si on se reparle dans 1 an, 2 ans, c'est quoi vos rêves, vos ambitions pour l'avenir? Si on a réussi à produire de manière fluide,
parce que je pense que fluide, c'est vraiment le mot, puisqu'on a fait le choix de produire en France et qu'on a quand même encore des challenges à relever. Si notre production est fluide, on pourra dire que c'est formidable. Voilà, c'est certainement ce qu'on peut se souhaiter pour la suite. Bon, moi, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais continuer de suivre avec beaucoup d'attention ce que vous faites et on va continuer de se croiser aussi dans les événements et autres. Je sais qu'il y a une des choses qui vous est souvent demandée. Tu parlais de la demande du marché. Vous, ce qu'on doit préciser, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez pour donc principalement des collectivités. Oui. C'est donc du B2B et du public. Mais vous avez beaucoup de particuliers à chaque fois que vous faites un salon ou que quelqu'un tombe sur ce que vous faites, ils disent non mais moi j'en veux. J'imagine que peut-être que c'est quelque chose que vous penserez à l'avenir, même si ça a pas l'air d'être le focus là tout de suite. Mais oui, ça doit être satisfaisant de dire qu'on a limite trop de demandes par rapport à ce qu'on peut faire. En fait, on a plein d'idées pour la suite. Le particulier, c'est vraiment pas une question de volonté puisqu'on adorerait pouvoir le fournir. C'est juste qu'on n'a pas du tout la capacité au niveau contraintes logistiques aujourd'hui de fournir le particulier. Mais évidemment que ça fait partie de nos axes de réflexion pour les prochains mois ou au moins les prochaines années rapprochées, de pouvoir fournir le particulier. Et notamment, je le disais, il y a pour des questions de confort dans le quotidien de nombreuses personnes, mais aussi pour répondre à certaines personnes qui ont des handicaps ou des maladies qui sont vraiment dérangeantes au quotidien et qui les aideraient. Comment aussi on peut vous aider? Pardon, je te coupe, excuse-moi Sophie, non, mais tu vois, est-ce que je peux en parler à l'asso de parents d'élèves ou à l'école pour peut-être qu'ils étudient le sujet, ou est-ce que si j'ai une grand-mère qui est très sensible en EHPAD, est-ce que je peux essayer de tu vois, comment on peut propager l'innovation, c'est cette bonne nouvelle en fait, en positionnant vraiment l'axe sur l'amélioration des conditions de travail, qui est la genèse de la création de Quiet. Les sujets de prévention au travail, ils sont de plus en plus nombreux, enfin ils prennent de plus en plus de place au sein des collectivités. Mais effectivement, en parler autour de soi, ça fait toujours du bien à Quiet et faire connaître au maire de votre collectivité ou à la direction de l'école ou, comme tu le disais, à la direction d'un EHPAD. C'est toujours ça de glisser. Est-ce que vous savez qu'il y a cette vaisselle qui existe? Elle permet à vos agents de travailler dans des conditions un petit peu plus confortables. Et elle a aussi des bénéfices pour les convives, comme on le dit, puisque effectivement elle est antidérapante, ce qui aide les personnes âgées, notamment au découpage de la viande, ou les enfants. Elle est aussi légère, donc on a vraiment pensé cette vaisselle autour de toutes les contraintes que pouvait rencontrer une collectivité sur ces sujets de vaisselle, en fait. C'est ça que j'adore, parce que moi, personnellement, je peux en faire plein de parallèles avec, encore une fois, ce que je connais beaucoup plus, mais le monde numérique, tu vois. Vous avez vraiment réfléchi aussi au parcours utilisateur, mais à la fois d'un côté employé de restauration, mais aussi jusqu'en bout de chaîne sur les usagers véritablement. Donc ça qui est trop bien. Et c'est vrai que, enfin, moi je le vois quand je demande à ma fille parfois c'était bien l'école aujourd'hui, et qu'elle me répond j'ai pas aimé à la cantine, pourquoi? Elle va même pas dire un aliment, elle va dire il y avait trop de bruit. Et là tu te dis ah ouais, et à chaque fois je pense à vous, je me dis mais c'est vrai que il y a des milliers d'enfants qui vivent ce truc là, et ce qui est, enfin je l'espère aussi, c'est que ces aspects de amélioration des conditions de travail aussi pour les collaborateurs, les agents, etc., rentrent dans des politiques RSE, dans des budgets sur le bien-être au travail, etc. Parce que là, on parle de quelque chose de vraiment fonctionnel, on parle de vaisselle, mais finalement, on voit bien qu'à travers un objet comme la vaisselle, on peut avoir un impact sur les conditions de vie au travail. Donc, j'espère que c'est un sujet sur lequel la plupart des gens vont se saisir. En tout cas, j'imagine que vous y bossez aussi, quoi. Oui, on essaye autant qu'on peut de sensibiliser, parce qu'effectivement, on a cet impact sur le travail des agents, mais aussi notamment dans la cantine scolaire ou le réfectoire, où on a saisi, nous, que
Il y avait ça générait beaucoup de difficultés pour certains enfants, allant jusqu'aux difficultés d'apprentissage en étant seulement exposés au bruit de la cantine. Et on l'a vu d'ailleurs, ça fait extrêmement mal au cœur, surtout quand on est parent, quand on faisait des expérimentations dans certaines cantines, de voir certains enfants qui prennent leur plateau, assiette pleine, ils s'assoient 5 minutes, ils ne mangent pas parce que c'est insupportable, ils demandent « je peux sortir de table ?» Ok, vas-y, selon les effectifs, le personnel de cantine ne peut pas toujours être au chevet de chaque enfant, et qui ressortent quasiment immédiatement le ventre vide parce qu'ils ont besoin de s'extraire de ce bruit-là, quoi. Ouais, qui est très stressant. Hein. Ben, on le voit, hein. De toute façon, le parallèle, il peut être fait avec tout ce qu'on a dans nos vies, parfois en ville, etc., avec tous les bruits, etc. D'ailleurs, c'est dramatique, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. D'ici 2050, il y a un tiers des personnes qui aura des troubles auditifs à cause de l'extrême stimulation auditive à laquelle on est exposé au quotidien. Ok. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est... 2050, c'est pas si loin. Et un tiers des personnes, tu te Oui. dis. Waouh. Ok. Bon, bah, clairement, c'est un sujet sur lequel va falloir qu'on se saisisse tous collectivement. Merci infiniment, Sophie, là, pour tous ces partages. Avant de te laisser, donc, on va dire à toutes les personnes qui, justement, veulent en savoir plus sur Quiet, veulent en parler autour d'eux que, en premier lieu, il y a votre site web, getquiet.co. Quiet, ça s'écrit QUIET. Je mettrai le lien en description. Comme je disais, faudra certainement surveiller parce que 2025, c'est une année d'accélération pour vous, évidemment. Donc, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Mais comme je disais, avant de te laisser, j'aime bien aussi que... Alors, tu nous as partagé beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une dernière chose, une dernière ressource ça peut être un livre, un podcast, une vidéo, un film, peu importe, je sais pas, une ressource que tu aimerais nous partager, sur laquelle tu as eu un coup de cœur, qui t'a fait du bien, que tu recommandes. En plus, si cet épisode sort avant Noël, ça pourra donner quelques idées. Oui, alors on l'a beaucoup vu dans les rayons, ce livre qui est un anti-livre de développement personnel, qui est L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Moi, une période de ma vie que j'ai bien aimée parce qu'il m'a aidé à refaire un peu surface, justement en pointant du doigt cette injonction au bonheur, où il fallait, il y a quelques années, à tout prix être heureux, et qu'on comprenait pas pourquoi le bonheur était pas toujours à la porte. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, qui est plein de leçons assez simples et qui se lit très rapidement. Et puis le livre Chasseur-cueilleur, qui est un livre, parce que je lis très peu de livres business, mais beaucoup de livres éducation. Chasseur-cueilleur, c'est un livre qui parle beaucoup plus d'éducation, en fait, et de comment nos enfants peuvent évoluer selon les communautés et quels sont les apprentissages, en fait, qu'on peut leur apporter. Ouais, tout à fait. Chasseur-cueilleur parent. Chasseur-cueilleur parent, l'art oublié des cultures ancestrales. Ok, pareil, je mettrai le lien. De toute façon, il y a un lien avec tous les livres qu'ont partagé les invités du podcast, donc vous pourrez retrouver ça. Ça fait le pont avec nos sujets de discussion du jour. Carrément, c'est une belle illustration. Merci beaucoup, Sophie, j'ai vraiment apprécié ce moment, comme à chaque fois qu'on passe du temps ensemble. Les gens qui aimeraient connecter avec toi, on les envoie vers où, qui aimeraient en savoir plus ou qui aimeraient te poser une question que je t'ai peut-être pas posée. Sur LinkedIn, c'est le mieux, certainement. Donc Sophie Moritel, mon LinkedIn. Je partage aussi l'actu de Quiet pas mal sur cette page-là. Et puis par mail également. Tu mettras mon mail en description, je vais peut-être pas le dicter. Si tu l'autorises, je mettrai aussi ton mail avec pas de souci, avec plaisir. Oui, bien sûr. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt donc. Et puis ouais, c'était un chouette moment. Donc tout le meilleur pour la suite, Sophie. Merci Guillaume. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.
pour être sûr de ne pas le louper. Le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.